Hotep. Aujourd'hui, nous allons vous lire l'histoire du chasseur et le boa, tiré du livre Le pagne noir, conte d'Afrique. Bonne écoute! Un chasseur bien pauvre avait, au bord d'un fleuve, tendu ses pièges. Nulle part les pièges n'avaient pris le moindre animal, même pas un rat palmis, pas même une de ses perdrix étourdies. Il était bien pauvre, le chasseur. Alors, prenant tous ses pièges, il alla les tendre au bord du fleuve. Car même ceux qu'il avait posés sur les arbres, jamais n'avaient pris un oiseau. Le chasseur alla poser ses pièges dans la savane. Ils ne prirent rien. Il les porta dans la forêt. Les pièges restaient courbés. Il les ramena dans les champs nouvellement brûlés. Les pièges s'entêtaient à ne rien prendre. C'est pourquoi il les porta au bord du fleuve, où tous les animaux venaient boire. Les pièges encore ne prirent rien. L'homme se demandait alors où il fallait les tendre. Lorsqu'un matin, il trouva un boa dans l'un de ses pièges. La lance haute, il s'apprêtait à l'achever lorsque le boa lui dit « Chasseur, ne me tue pas. »« Et pourquoi ne devrais-je pas te tuer? Est-ce que toi, tu nous épargnes? » ?»« Chasseur, ai-je jamais fait du mal à l'un des tiens? Et les hommes que tous les boas tuent? Chasseur, détache-moi. Je te sais pauvre, bien pauvre. Tes pièges depuis des mois ne prenaient rien. Si tu veux être riche, le plus riche du monde, détache-moi. Le chasseur déposa sa lance. Il hésitait. En sa tête passaient et repassaient 1000 idées. Un tourbillon, un ouragan. Un boa est un serpent. Et du serpent, il faut toujours se méfier. La lance haute, le chasseur s'apprêtait à frapper. Non! Chasseur, ne me tue pas, délivre-moi, et tu seras le plus riche du monde. L'eau coulait sur la rive. Elle comptait 1001 aventures à la terre qui jamais ne bouge, ne parcourt aucune région, tout le temps accroupie là, à mirer dans l'eau, sa tignasse d'arbres et d'herbes dans laquelle pilulent toutes les poux du monde, toute la vermine de la création. L'eau, en remuant des milliers de brindilles sur la rive, comptait ses aventures à la terre attentive. Captivé par les nouvelles attrayantes que lui disait l'eau indiscrète toujours bavard qui écoutait le dialogue du chasseur et du boa, pour aller le conter plus loin, tout au long de son parcours. Le menhir-fretin jouait à se disputer un fruit, un insecte, à se donner de petits coups de queue. Les vaguettes, une à une, s'en venaient sur la rive déposer leurs charges de brindilles, poussant plus loin les charges précédentes. Ainsi continua le boa. Tu tiens entre tes mains ta fortune, la pauvreté ou la richesse, la misère ou le bonheur. Choisis, chasseur. Et si je te détachais, m'épargnerais-tu? Mais depuis quand les animaux de la brousse se conduisent-ils comme vous?
Eh bien, nous les animaux, nous attaquons franchement, face à face, et aussi franche, nous récompensons nos bienfaiteurs. Nous envions jamais leur bonheur. Nous ne sommes jamais jaloux des situations qu'ils peuvent avoir par la suite. Au contraire, plus ils sont heureux, plus nous sommes fiers. Nous aimons prouver notre beauté. La corde lui serrait tellement la gorge que les yeux du boa, injectés de sang, étaient rouges. Rouges, si rouges que le chasseur ne pouvait plus le fixer. Chasseur, choisis, tu tiens aujourd'hui en main ton destin, riche ou pauvre, puissant ou misérable. Le chasseur, posant la lance, détacha le boa qui lui dit « Suis-moi ». Et l'homme le suivit dans la forêt. Ils partirent dans la forêt des bois, la forêt des génies, car oui, il y a d'autres forêts qui ne sont pas la forêt des hommes. Et dans ces forêts, des montagnes, des fleuves, des essences toutes différentes de ceux qu'on trouve dans la forêt des hommes. Et dans ces régions régnait une paix jamais troublée. La brise, en frôlant les feuilles, avait une de ces mélodies. Et l'air même qu'on y respirait était si tonifiant. Ils arrivèrent dans le village du bois. Combien de jours, de lunes, d'années étaient-ils restés là? Le chasseur ne put jamais le dire, car, dans ce pays, lorsqu'on avait passé 1000 ans, on croirait n'avoir passé qu'1 an. Toujours est-il qu'au départ, le boa lui remit 2 petites gourdes en disant « Retourne chez toi, et dès ton arrivée, jette à terre la gourde que voici, et conserve cette autre gourde grâce à laquelle tu comprendras le langage de tous ceux qui vivent sur la terre. » L'homme s'en alla heureux, fort heureux de tenir la fortune. Il serrait précisément les 2 gourdes sur sa poitrine, haletant de joie. Et il courait presque comme s'il avait peur que le boa se ravisant ne vînt lui prendre les 2 gourdes. Dès qu'il fut chez lui, avant même de déposer sa lance, il jette à terre la première gourde. Et que voit-il? Ce que vous devinez, un château, pareil à ceux qu'il avait vus au pays des génies. Et là-dedans, toutes les richesses du monde. Il vivait maintenant heureux, notre chasseur. Le chasseur avait un chien, lequel était l'ami d'un chien galeux qui, lui, n'avait pas de maître. Un midi, au moment du repas, assis sur son séant, un os entre les pattes, le chien galeux dit à son ami « Dans 2 lunes, il y aura la famine, que celui qui veut s'enrichir m'entendre. » « Mais qui veux-tu qui t'entendre, mon ami? Tu sais bien que personne ne comprend notre langage. Voudrais-tu que je m'installe commerçant? » « Oh que si, ton maître par hasard, il nous comprend. » « Mais non, il ne comprend pas, il ne nous comprend pas. » « En tout cas, si j'avais moi un maître, je lui aurais dit de profiter de la famine pour s'enrichir. » « S'enrichir de la détresse des autres? » « Mais les hommes ne vivent que de cette façon. » « Mais tu tiens de tels propos parce que tu n'as pas de maître. »« Moi? Un maître? Pourquoi faire? De telle tutelle, je n'en ai pas besoin. Je me suffis. »« Ah! Moi j'ai un bon maître et qui est devenu très généreux depuis qu'il est revenu de chez le boa. »« Bon maître? Un maître est toujours un maître.
Et il a lui aussi ses lubies. Tu comprends? Aussi moi, je préfère la brousse et ma liberté. Le chasseur qui avait écouté la conversation en profita pour acheter et stocker toutes les récoltes de l'année. La famine vint. Le chasseur a tout revendiqué plus cher, les vivres qu'il possédait, et de ce fait devint plus riche encore. Le chien galeux revenant une autre fois et dit à son ami: « Tu as vu ce qu'a fait ton maître? »« Mais qu'a-t-il fait? » ?»« Tu n'as pas vu à quel prix il a revendu les vivres? Je te disais que chez les hommes, la détresse des uns fait la fortune des autres. » Un autre fait encore. Dans une lune, toutes les jeunes filles du village mourront. Seule sera sauvée celle qui partira s'installer sur l'autre rive du fleuve. Mais sauvée de quoi? Tu peux me le dire, mon ami. Nous sommes entre nous. Sauvée de la peste. Le chasseur, ayant à nouveau surpris le dialogue, après s'être fait bâtir sur l'autre rive du fleuve une belle maison, y évacue sa famille. La peste survenant balaye le village de toutes ces jeunes filles. Après le ravage, le chasseur fit revenir sa famille et comme il était le seul à avoir de jeunes filles, il devint le beau-père de tous les jeunes gens du village. Sa puissance davantage se renforça. Le chien galeux revint dire à son ami: « Le feu va détruire le village. Toute la fortune de ton maître va devenir la proie des flammes. » L'incendie se déclara terrible, impitoyable. Seul l'ancien chasseur put sauver ses biens, parce qu'il avait entendu les propos du chien galeux. « Mon ami, ton maître comprend notre langage. » Mais non, les hommes ne nous comprennent pas. Les hommes ne peuvent pas comprendre le langage des animaux. Je te l'ai déjà dit, pourtant. Alors donc c'est toi qui lui racontes ce que je viens chaque fois te révéler. Mais pourquoi veux-tu que je lui raconte nos propos? Il a beau être mon maître, il reste quand même un homme. 10 ans étaient passés. Le village avait repris son train de vie. Le souvenir des fléaux était loin. Lorsqu'on en parlait, d'aucuns pensaient qu'il s'agissait de faits d'il y a des siècles. La mort enlevait un homme dans telle case, une femme dans telle autre, des enfants, n'en parlons pas. Elle en était gloutonne. Elle était une calamité permanente, tapie dans chaque case, debout à chaque détour, chaque carrefour, poursuivant tout homme. Elle allait avec les jeunes filles à la source puiser de l'eau, avec les femmes dans les champs chercher les vivres, avec les pêcheurs jeter le filet, avec les chasseurs parcourir la brousse. Elle restait éveillée lorsque tout le village dormait. Et le jour venu, elle restait à veiller. 20 ans s'étaient écoulés depuis le jour où le chasseur avait délivré le bois. Le chien galeux, maintenant plus galeux que jamais, un matin à son compagnon revient et dit: « Ton maître va mourir. »« Mais qu'est-ce que tu racontes? » ?»« J'ai dit qu'aujourd'hui, au moment précis où les arbres auront sous eux ramassé leur ombre, ton maître mourra. » »« Et comment pourrait-on le sauver? » »« Qu'il rende au bois la seconde gourde. » »« Mais en rendant au bois la seconde gourde, c'est la misère qui revient. C'est la lance qu'il repent, les pièges qu'il revisite. Il sera même plus pauvre qu'il n'était avant, et plus longtemps encore il vivra. Qu'il choisisse. L'homme surprit la conversation. Il allait mourir. Il regardait le soleil monter dans le ciel, grimper sur la cime des arbres, rapetisser les ombres.
le soleil qu'il aurait tant voulu enchaîner. Il allait de la gourde à toutes ses richesses, à son or, à ses diamants et à ses rubis qui tous jetaient des éclats éblouissants. Plus le soleil avançait, plus toutes ces richesses en son cœur poussaient des racines, s'accrochaient, s'incrustaient. Le chien galeux, comme pour se moquer du chasseur, ne cessait de dire à l'autre: « Mais qu'est-ce qu'il a, ton maître? Sait-il qu'il va mourir? » Il doit le savoir, car depuis que je t'ai parlé de cette mort, il a totalement changé d'attitude. Nous allons voir s'il aura le courage d'abandonner ses richesses pour redevenir pauvre, courir à nouveau la brousse, la lance sur les épaules. Parions! Moi je dis, j'affirme qu'il n'aura pas le courage d'abandonner toutes ses richesses. Or, il ne veut pas mourir. La vie est si douce. Regarde ses fleurs, écoute ses chansons, respire ses parfums. Est-ce qu'on peut quitter comme cela la vie? Les misères ne sont que des instants. Ce dont il faut tenir compte, c'est la joie qui est permanente. C'est l'harmonie, le bonheur qu'on sent un peu partout. Ton maître ne voit que son petit bonheur. Il ne pense qu'à sa fortune qui lui a permis d'apprécier l'existence. Regarde-le tourner autour de ses richesses, le pauvre. Et les deux chiens riaient. Le soleil monte, les ombres se tassent sous les arbres. Bientôt midi, l'heure fatale arrive. Le chasseur toujours hésite, allant de la gourde à ses biens, de ses biens à la gourde. Il est là qui hésite, alors que le soleil monte. Vous, à sa place, quelle décision prendriez-vous? La vie? La misère? Ou la mort en étant riche? Ce sera tout pour aujourd'hui. Si cette histoire vous a plu, merci de mettre un commentaire.